Dans l'effervescence de l'aéroport Charles de Gaulle, un cri d'injustice a brisé le silence. Une magistrate, menottée sans raison, a défié un système endormi. Avant de commencer, un geste simple. Aimez si vous croyez en la justice, commentez, courage, et abonnez-vous pour ne pas rater la fin surprenante de cette histoire. L'aéroport Charles de Gaulle, un monstre de verre et d'acier, bourdonnait comme une ruche sous un ciel d'automne gris. Les annonces résonnaient, mécaniques, dans les haut-parleurs, tandis que les valises roulaient sur le sol lisse, un balai incessant de cliquetis et de murmures. Les odeurs se mêlaient, café brûlant des kiosques, parfums coûteux des voyageurs en transit, et ce relent métallique propre aux avions, comme une promesse de départ. À la porte C9, où le vol Air France pour Lyon s'apprêtait à embarquer, une foule disparate s'agitait. Des hommes d'affaires tapotaient en leur téléphone, des familles tentaient de calmer des enfants agités, et quelques voyageurs solitaires feuilletaient des journaux froissés. Au cœur de ce chaos organisé, une femme se tenait droite, immobile, comme un phare dans la tempête. Claire Dubois, la cinquantaine, peau d'ébène, vêtue d'un tailleur bleu marine d'une élégance discrète, attendait dans la file prioritaire. Ses cheveux, relevés en un chignon soigné, capturaient la lumière tamisée des panneaux de verre. Dans sa main, une tablette affichait des documents juridiques, ses yeux parcourant les lignes avec une concentration absolue. Aucun bijou, aucun artifice, juste une valise Samsonite noire à ses pieds et une aura de calme qui semblait défier le tumulte autour d'elle. Claire n'était pas une voyageuse ordinaire. Magistrate à la Cour d'appel de Paris, elle avait passé sa vie à défendre la justice, à démêler les nœuds de la loi avec une précision chirurgicale. Pourtant, aujourd'hui, elle voulait simplement rentrer chez elle, à Lyon, après une longue semaine de conférences à Paris. Pas d'escorte, pas de garde du corps, juste une femme cherchant un moment de répit dans un monde qui ne s'arrête jamais. Non loin, Élise Beaumont occupait l'espace comme une reine autoproclamée. La soixantaine, drapée dans un manteau Chanel, un collier de perles scintillant à son cou, elle ajustait ses lunettes Dior avec une gestuelle théâtrale. Ses cheveux, impeccablement coiffés, semblaient défier la gravité. Élise ne se contentait pas d'attendre, elle imposait sa présence, soupirant bruyamment, consultant sa montre en or, comme si le temps lui-même lui devait des comptes. Ses yeux balayaient que la foule, s'arrêtant sur Claire. Une fois, un regard furtif, deux fois, une pause. À la troisième, ses lèvres se pincèrent, son front se plissa, comme si la simple présence de Claire dans la file prioritaire était une offense personnelle. Élise murmura quelque chose à sa compagne, une jeune femme blonde, peut-être une assistante, qui hocha la tête sans conviction. Les mots étaient inaudibles, mais leur ton, acide, flottait dans l'air. Comment ose-t-elle semblait dire le regard d'Élise, un mélange de dédain et d'inconfort. Claire, absorbée par sa tablette, ne leva pas les yeux. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait senti dans les salles d'audience, dans les restaurants chics, dans les rues de Paris. Un regard qui juge sans savoir, qui condamne sans preuve. Mais elle avait appris, avec le temps, à ne pas répondre à chaque provocation. Parfois, ignorer était la meilleure défense. À quelques mètres, derrière le comptoir d'embarquement, Amélie, une jeune employée d'Air France, triturait nerveusement son badge. Ses cheveux châtains, tirés en queue de cheval, tremblaient légèrement sous la lumière crue des néons. Elle avait vu des disputes, des retards, des passagers furieux, mais ce qu'elle ressentait maintenant était différent. Une tension invisible, comme un fil tendu prêt à céder. Élise s'avança vers elle, son pas assuré, son sourire artificiel. « Mademoiselle, dit-elle, sa voix douce mais tranchante, je ne me sens pas à l'aise. » Elle désigna Claire d'un regard en coin, sans prononcer son nom. « Cette femme, elle me dévisage, elle regarde mes bagages. Je ne suis pas sûre qu'elle devrait être ici. » Amélie cligna des yeux, déconcertée. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés. Élise, avec son manteau de luxe et son ton autoritaire, incarnait une autorité que la jeune employée ne savait comment contrer. « Je vais vérifier, madame, » murmura Amélie, jetant un regard vers Claire, qui n'avait pas bougé,
toujours absorbée par ses documents. Mais avant qu'Amélie ne puisse agir, Élise leva la main, un geste impérieux, et appela 2 officiers de sécurité qui patrouillaient non loin. Marc Fournier, la quarantaine, visage buriné, menait la marche. Ses yeux, plissés, scrutaient le monde avec une méfiance instinctive, comme s'il cherchait toujours une menace cachée. À ses côtés, Antoine Leclerc, plus jeune, large d'épaules, arborait une assurance arrogante, sa main frôlant l'étui de ses menottes comme un réflexe. Leur uniforme bleu sombre semblait absorber la lumière, imposant une autorité brutale. Élise, voyant leur arrivée, ajusta son manteau et adopta un ton de victime outragée. « Messieurs, je me sens en danger, dit-elle, sa voix baissant d'une octave pour feindre l'inquiétude. Cette femme là-bas, elle me fixe bizarrement. Mes affaires aussi. Je veux être sûre que tout est en ordre. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le sous-entendu était clair, lourd, toxique. Fournier jeta un regard à Claire, un seul, et son visage se durcit. Il n'avait pas besoin de preuves pour agir. Son instinct, façonné par des années de préjugés, suffisait. Leclerc, quant à lui, esquissa un sourire narquois, comme s'il savourait déjà ce qui allait suivre. Claire sentit le changement dans l'air, un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation de l'aéroport. Elle releva les yeux, croisant ceux de Fournier. Elle ne broncha pas, mais sa main serra légèrement sa tablette, un geste presque imperceptible. « Madame, » dit Fournier, sa voix faussement polie, « veuillez sortir de la file pour une vérification. » Claire posa sa tablette, lentement, et se tourna vers lui. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, sa voix profonde, mesurée, sans une once de peur. Fournier répéta, plus fermement, « Une plainte a été déposée. Suivez-nous. » Claire ne bougea pas tout de suite. Elle regarda Élise, toujours en retrait, les bras croisés, un sourire satisfait flottant sur ses lèvres. Puis elle demanda, « Est-ce à cause de cette dame? A-t-elle une raison précise ?» Fournier ne répondit pas directement. « Carte d'identité et carte d'embarquement, » ordonna-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Leclerc, derrière lui, s'approcha, son regard provocateur. « Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi hésiter ?» lança-t-il sarcastique. Dans la foule, les regards se faisaient curieux, mais aucun ne s'attardait trop longtemps. Les gens détournaient les yeux, absorbés par leur téléphone ou leur valise, comme si intervenir était un crime plus grand que l'injustice sous leurs yeux. Pourtant, une adolescente, Sophie, 13 ans, cheveux bouclés et sac à dos rose, observait la scène, agrippée à la main de sa mère, Camille. Sophie fronça les sourcils, ses yeux passant de Claire aux officiers. « Maman, pourquoi il l'embête ?» murmura-t-elle. Camille, une femme dans la trentaine, serra la main de sa fille, mal à l'aise. « Chut, Sophie, ce n'est pas nos affaires, » répondit-elle, mais sa voix tremblait. Sophie, elle, ne détachait pas son regard de Claire, comme si elle voyait quelque chose que les adultes, autour d'elle, refusaient de reconnaître. À quelques pas, Julien Lefebvre, 20 ans, étudiant en cinéma à la Sorbonne, ajustait son téléphone. Il avait prévu de filmer un vlog léger sur son premier voyage en solo, un court-métrage pour son cours de montage. Mais ce qu'il voyait maintenant le figea. Il leva son téléphone, discrètement, et appuya sur « Enregistrer ». L'écran captura tout. Le regard glacial de Fournier, l'arrogance de Leclerc, le sourire d'Élise, et surtout les yeux de Claire, calmes mais brûlants d'une force indomptable. Claire tendit ses documents à Fournier, qui les examina à peine avant de les lui rendre. « Votre profession » demanda-t-il, sa voix teintée de suspicion. Claire le fixa un instant, puis répondit « Je ne pense pas que cela soit requis pour embarquer sur un vol. » Leclerc ricana. « C'est votre attitude qui pose problème », lâcha-t-il, comme si ce mot, « attitude », suffisait à tout justifier. La tension monta d'un cran. Les passagers autour s'écartèrent, formant un cercle invisible. Amélie, derrière le comptoir, baissa les yeux, souhaitant disparaître. Sophie, toujours accrochée à sa mère, murmura « Elle n'a rien fait, maman ». Camille tira doucement sa fille en arrière, mais Sophie résista, ses yeux fixés sur Claire. Julien, lui, continuait de filmer, son cœur battant à tout rompre.
Il ne savait pas encore qu'il tenait entre ses mains une bombe prête à exploser. Fournier s'approcha de Claire, plus près, sa voix baissante en un murmure autoritaire. « Si vous ne coopérez pas, ça va empirer. » Claire ne recula pas. « Je coopère, dit-elle, chaque mot pesé, mais je demande à être traité comme n'importe quel autre passager. » Leclerc perdit patience. « Vous vous prenez pour qui ?» aboya-t-il, sa main frôlant les menottes à sa ceinture. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. La foule semblait retenir son souffle. Puis, sans prévenir, Leclerc attrapa le bras de Claire d'un geste brusque. « Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction et trouble à l'ordre public, » déclara-t-il, sa voix tranchante. Fournier ne l'arrêta pas, son silence approuvant l'acte. Les menottes claquèrent autour des poignets de Claire, un son métallique qui résonna comme un coup de fouet dans le terminal. Claire ne résista pas, mais son dos resta droit, son regard fixé droit devant, comme si elle refusait de plier sous le poids de l'humiliation. La foule murmura, certains sortirent dans leur téléphone, mais personne n'intervint. Amélie, derrière le comptoir, sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle resta figée, impuissante. Sophie, elle, serra les poings, son visage crispé de colère. « C'est pas juste, » chuchota-t-elle, assez fort pour que sa mère l'entende. Camille, bouleversée, ne trouva rien à répondre. Julien, toujours en train de filmer, zooma légèrement sur le visage de Claire. Ses yeux, même menottés, brillaient d'une force qui le secoua. Il ne savait pas qui elle était, mais il savait que ce qu'il voyait était faux, injuste, insupportable. Élise, en retrait, croisa les bras, un sourire satisfait aux lèvres, comme si l'ordre qu'elle chérissait venait d'être restauré. Mais Julien, lui, ne pouvait pas détourner les yeux. Il arrêta l'enregistrement, ouvrit son application et, avec des mains tremblantes, tapa une légende. Qu'est-ce qui se passe à la porte C9? Pourquoi arrêter une femme noire qui n'a rien fait? Il hésita un instant, conscient que poster cette vidéo pourrait changer sa vie. Puis il appuya sur « Publier ». En quelques minutes, la vidéo commença à circuler, les vues grimpant à une vitesse folle. Les premiers commentaires apparurent. « C'est scandaleux. Qui est-elle? Encore en France, en 2025 ?» Julien sentit son téléphone vibrer sans arrêt, mais il ne le regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur Claire, emmenée par les officiers, sa silhouette disparaissant dans la foule. Dans un coin du terminal, Sophie s'assit sur un banc, son carnet de dessin sur les genoux. Elle ouvrit une page vierge et, d'une main tremblante, commença à esquisser la scène. Une femme debout, menottée, entourée de deux ombres en uniforme. Mais au-dessus de sa tête, elle dessina une lumière, comme un halo, comme si, même dans cet instant, cette femme brillait plus fort que ceux qui voulaient l'éteindre. Sa mère, Camille, posa une main sur son épaule. « Viens, ma chérie, on va embarquer, » dit-elle doucement. Mais Sophie secoua la tête. « Je veux me souvenir d'elle, » murmura-t-elle, son crayon traçant des lignes plus fermes. À cet instant, alors que Claire disparaissait dans un couloir de service, que la vidéo de Julien gagnait des milliers de vues et que le dessin de Sophie prenait forme, une tempête invisible se formait, prête à secouer non seulement l'aéroport, mais toute une société qui avait trop longtemps fermé les yeux. L'aéroport Charles de Gaulle, habituellement un théâtre de départs et d'arrivées, s'était transformé en une arène où la vérité affrontait le silence. La porte C9, encore frémissante du scandale, était désormais close, ses panneaux de verre réfléchissant les néons froids du terminal. Les passagers, redirigés vers d'autres portes, murmuraient entre eux, leurs voix mêlées d'indignation et de curiosité. La vidéo de Julien Lefebvre, un simple étudiant en cinéma, avait éclaté comme une bombe sur les réseaux sociaux, ces images crues de l'arrestation de Claire Dubois se propageant à une vitesse vertigineuse. En moins de 3 heures, elle comptait 2 millions de vues, des milliers de partages et une vague de commentaires oscillant entre choc et colère. Les hashtags à incident C9 et à justice pour elle grimpaient dans les tendances, allumant un feu numérique qui ne montrait aucun signe d'essoufflement.
Julien, assis dans un café de l'aéroport, fixait son téléphone, les notifications faisant vibrer l'appareil sans relâche. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une prise de conscience soudaine. Il n'était plus juste un étudiant filmant un vlog. Il était devenu le témoin d'une injustice, le porteur d'une vérité que des millions voyaient à travers son objectif. Dans les bureaux de la sécurité aéroportuaire, l'atmosphère était étouffante. Richard Delorme, chef de la sécurité, un homme aux tempes grisonnantes et au regard dur, arpentait son bureau, son téléphone collé à l'oreille. Les appels s'enchaînaient, la direction de l'aéroport, le ministère de l'Intérieur et même un conseiller du Conseil d'État, tous exigeant des explications. Comment une magistrate a-t-elle pu être menottée sans motif? Tonnait une voix au bout du fil. Delorme, habitué à gérer les crises, sentait pourtant une sueur froide couler dans son dos. Il ouvrit son ordinateur, où la vidéo de Julien tournait en boucle sur le site de France 24. Le visage de Claire, digne malgré les menottes, le hantait. À ses côtés, un assistant, Paul, un jeune homme nerveux aux lunettes épaisses, tapait frénétiquement sur son clavier, compilant les images des caméras de surveillance. « Monsieur, les images confirment tout, » murmura Paul, la voix tremblante. « Elle n'a rien fait, c'est Élise Beaumont qui a tout déclenché. » Delorme serra les dents. « Trouvez-moi tout sur cette femme, et vite. » Pendant ce temps, Claire Dubois, libérée des menottes mais encore dans une salle d'interrogatoire exiguë, restait assise, droite, sur une chaise métallique. La pièce, aux murs gris écaillés, sentait le désinfectant et l'humidité. Une caméra de surveillance clignotait dans un coin, son œil rouge fixant Claire comme un accusateur muet. Mais Claire ne baissait pas les yeux. Ses mains, marquées par les traces rouges des menottes, reposaient calmement sur la table. En face d'elle, Marc Fournier, l'officier au regard de pierre, croisait les bras, son visage fermé. À ses côtés, Antoine Leclerc, plus jeune, semblait moins sûr de lui, ses doigts tapotant nerveusement la table. « Madame Dubois, » commença Fournier, sa voix sèche, « expliquez-nous pourquoi vous avez résisté. » Claire le fixa, son regard perçant comme une lame. « Résister » répéta-t-elle, chaque mot pesé. « J'ai présenté mes documents, j'ai répondu à vos questions. Ce n'est pas de la résistance, c'est de la dignité. » Leclerc détourna les yeux, mal à l'aise, mais Fournier ne scia pas. « Votre attitude a causé un trouble, » insista-t-il. Claire esquissa un sourire froid. « Mon attitude? Ou le fait que vous ayez cru une plainte sans fondement ?» Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Puis Claire se redressa, sa voix claire et ferme. « Je suis Claire Dubois, magistrate à la Cour d'appel de Paris, et je demande que toutes les images de la porte C9 soient conservées. Cette affaire ne s'arrêtera pas ici. » À l'extérieur, dans les couloirs animés de l'aéroport, la nouvelle de l'identité de Claire se répandait comme une traînée de poudre. Amélie, l'employée d'Air France, était revenue à son poste, mais ses mains tremblaient encore en scannant les billets. Elle repensait à la scène, à son incapacité à intervenir, à la peur qui l'avait clouée sur place. Dans un coin du terminal, Camille et Sophie, la mère et la fille, attendaient leur vol. Sophie, son carnet serré contre elle, griffonnait frénétiquement. « Maman, elle était si calme, » murmura-t-elle, ses yeux brillants, comme si elle savait qu'elle allait gagner. Camille, émue, passa une main dans les cheveux de sa fille. « Parfois, ma chérie, le courage, c'est de ne pas crier, mais de ne pas plier. » Sophie hocha la tête, son crayon traçant un portrait de Claire, ses menottes transformées en une sorte de lumière dans son dessin, comme si elle voyait en elle une héroïne. Dans une salle de rédaction à Paris, Pierre Martin, journaliste d'investigation pour Le Monde, fixait son écran, la vidéo de Julien en pose sur l'image de Claire menottée. Pierre, la quarantaine, barbe mal taillée, avait couvert des scandales politiques et des affaires de corruption, mais cette vidéo le secouait. Quelque chose dans le regard de Claire, dans sa posture, lui rappelait les combats pour l'égalité qu'il avait suivis dans sa carrière. Il ouvrit une base de données interne, tapa le nom Claire Dubois et sentit son cœur s'accélérer. « Magistrate à la cour d'appel » murmura-t-il, incrédule. Il appela immédiatement son rédacteur en chef.
C'est énorme, François. Ce n'est pas juste une passagère, c'est une magistrate. Et Fournier? J'ai déjà entendu ce nom. Pierre se mit à fouiller, déterrant des rapports internes sur Marc Fournier. 3 plaintes pour abus de pouvoir, toutes classées sans suite. Une en 2012, un homme noir arrêté sans motif à Roissy. Une en 2016, une femme d'origine maghrébine humiliée à un contrôle. Une en 2019, un étudiant accusé de comportement suspect. Chaque fois, le même refrain. Preuves insuffisantes. Pierre sentit la colère monter. Ils ont protégé ce type pendant des années, murmura-t-il, ses doigts volant sur le clavier. Sur les réseaux sociaux, la tempête prenait une ampleur nationale. Les hashtags #Incidency9 et #Justice pour Claire dominaient Twitter, TikTok, Instagram. Une avocate militante, Marie Leclerc, la trentaine, cheveux courts et regard de feu, posta une vidéo depuis son bureau à Lyon. Ce qui s'est passé à la porte C9 n'est pas un incident isolé, déclara-t-elle, sa voix ferme. C'est le reflet d'un système qui ferme les yeux sur les préjugés. Claire Dubois est une magistrate, mais combien d'autres, sans son titre, subissent cela en silence? Sa vidéo, partagée par des milliers, attira l'attention d'associations comme SOS Racisme et la Ligue des droits de l'homme, qui appelèrent à une manifestation pacifique devant l'aéroport. Les étudiants, les militants, les citoyens ordinaires se rassemblèrent, tenant des pancartes « La justice n'a pas de couleur » et « Arrêtez les abus ». La France, pays de la laïcité et de l'égalité, se regardait dans le miroir, et ce qu'elle voyait était douloureux. À Boston, où Élise Beaumont avait atterri, l'élégance de son hôtel de luxe ne suffisait pas à apaiser son malaise. Assise dans sa chambre, elle fixait la télévision, où France Info diffusait la vidéo en boucle. Son nom n'était pas encore mentionné, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps. Elle serra son collier de perles, ses doigts tremblants. « Ce n'était qu'une remarque, » murmura-t-elle, comme pour se convaincre. Mais les images de Claire, menottées, la hantaient. Elle avait voulu remettre cette femme à sa place, croyant que son statut, sa richesse, lui donnaient ce pouvoir. Maintenant, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle éteignit la télévision, mais le silence de la chambre était pire. Dehors, à Paris, les rédactions s'agitaient. France 24 lança un débat en direct. Le racisme systémique dans les institutions françaises. Le Monde prépara un article explosif, basé sur les découvertes de Pierre. Officier impliqué dans l'arrestation d'une magistrate. Un passé entaché de plaintes, titrait l'ébauche. Dans la salle d'interrogatoire, Claire restait impassible, mais son esprit était en alerte. Elle savait que la vidéo de Julien changeait tout. Elle demanda à voir un représentant du ministère de la Justice, sa voix calme mais autoritaire. Fournier, mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle. « Vous compliquez les choses, » dit-il, mais son ton manquait d'assurance. Claire le fixa. « Non, monsieur Fournier, c'est vous qui avez compliqué les choses. » Leclerc, à côté, baissa les yeux, ses mains crispées. Il murmura quelque chose, inaudible, mais Claire ne le laissa pas parler. « Je veux que chaque image, chaque enregistrement soit préservé. Et je veux que vous deux restiez ici jusqu'à ce que l'enquête commence. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait l'autorité d'une femme qui connaissait le poids de chaque mot. À l'aéroport, Richard Delorme reçut un appel du ministère de l'Intérieur. « C'est une magistrate, Richard, » tonna une voix. « Vous avez arrêté une magistrate sans motif. Vous savez ce que ça signifie ?» Delorme, le visage blême, hocha la tête, même si son interlocuteur ne pouvait le voir. Il ordonna la mise sous scellé de toutes les vidéos, y compris les caméras corporelles des officiers. La porte C9 fut classée « zone prioritaire rouge », un code rarement utilisé. Les techniciens s'affairaient, copiant les disques durs, tandis que les officiers, dont Fournier et Leclerc, étaient confinés dans une salle d'attente. Fournier, habituellement si sûr de lui, restait silencieux, ses yeux fixant le sol. Leclerc, lui, semblait au bord des larmes, murmurant « Je ne savais pas qui elle était ». Mais Claire, dans son esprit, n'était pas seulement une magistrate. Elle était une femme qui, toute sa vie, avait dû prouver sa place dans un monde qui la jugeait avant de la connaître.
Dehors, la manifestation prenait de l'ampleur. Des étudiants, des familles, des militants se tenaient devant l'aéroport, leurs voix unies dans un chant « Plus jamais ça ». Sophie, avec sa mère, les observait depuis un coin du terminal. Elle serra son carnet où le dessin de Claire brillait toujours d'un halo imaginaire. « Maman, on peut aller avec eux ?» demanda-t-elle. Camille hésita, puis hocha la tête. Elles rejoignirent la foule, Sophie tenant une pancarte improvisée. Elle n'a rien fait. Julien, lui, était rentré chez lui, mais son téléphone ne cessait de vibrer. Il reçut un message d'un inconnu. « Merci pour la vidéo, tu as fait ce que beaucoup n'ont pas osé. » Il sentit une boule dans sa gorge, un mélange de fierté et de peur. Il ne savait pas encore que son geste, si simple, venait de déclencher une révolution. À Lyon, Marie Leclerc, l'avocate, contacta Claire par l'intermédiaire d'un collègue. « Madame Dubois, dit-elle au téléphone, je veux vous aider. Ce n'est pas juste votre combat, c'est celui de tous ceux qui ont été réduits au silence. » Claire, toujours dans la salle d'interrogatoire, écouta en silence. « Merci, répondit-elle simplement. Mais ce n'est que le début. Elle savait que cette affaire ne concernait pas seulement elle. C'était une fracture dans le système, un miroir tendu à une société française fière de ses valeurs républicaines, mais parfois aveugle à ses failles. La laïcité, l'égalité, la fraternité, des mots gravés dans la pierre des institutions, mais qui, ce jour-là, semblaient vaciller sous le poids d'une vérité trop longtemps ignorée. La salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris était un théâtre de silence et de gravité. Les murs lambrissés de bois sombre, polis par des décennies de jugement, semblaient absorber chaque souffle, chaque bruissement. Les bancs, remplis de journalistes, d'avocats et de rares spectateurs triés sur le volet, vibraient d'une tension palpable. Au centre, le juge-président, Philippe Morel, un homme aux cheveux argentés et au regard perçant, feuilletait un dossier épais, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Derrière lui, le drapeau tricolore et le buste de Marianne rappelaient la solennité du lieu ancré dans les valeurs républicaines de la France. Ce jour-là, le procès de Marc Fournier et Antoine Leclerc, accusés d'abus de pouvoir et d'arrestation illégale, atteignait son apogée. Mais l'ombre de Claire Dubois, magistrate à la cour d'appel, planait sur la salle, plus puissante que n'importe quelle présence physique. La vidéo de Julien Lefebvre, ce jeune étudiant qui avait capturé l'injustice à la porte C9, avait transformé une injustice isolée en un cri national, un appel à réformer un système trop longtemps aveugle à ses propres failles. Dehors, sous un ciel gris parisien, des caméras de France Télévisions et de BFM TV attendaient, prêtes à diffuser chaque mot prononcé dans cette salle. La France entière, des cafés de quartier au bureau ministériel, retenait son souffle. Claire Dubois entra dans la salle, son pas mesuré, son tailleur gris anthracite impeccable, pas un pli, pas une hésitation. Ses cheveux, toujours relevés en un chignon strict, capturaient la lumière tamisée des lustres. Elle ne cherchait pas les regards, mais tous les yeux se tournèrent vers elle. Les journalistes, stylos en main, cessèrent de griffonner. Les avocats, habitués aux joutes verbales, retinrent leur souffle. Même Fournier, assise au banc des accusés, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de cette femme qu'il avait menottée sans raison. Leclerc, à ses côtés, semblait plus frêle, ses épaules voûtées, comme écrasées par le poids de sa propre culpabilité. Claire s'approcha de la barre des témoins, sa démarche aussi assurée que si elle présidait l'audience elle-même. Le greffier, une femme d'une trentaine d'années, lui tendit la Bible pour prêter serment. Claire posa sa main droite sur le livre, son regard croisant celui du juge Morel, un ancien collègue avec qui elle avait partagé des débats sur la réforme judiciaire. Pas un mot ne fut échangé, mais leurs yeux portaient une promesse silencieuse. La vérité ne serait pas étouffée aujourd'hui. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, prononça Claire, sa voix claire, sans trembler, mais empreinte d'une gravité qui fit frissonner la salle. Elle s'assit, ses mains reposant calmement sur ses genoux, et commença son témoignage. Elle raconta la porte C9, le regard méprisant d'Élise Beaumont, cette femme qui, drapée dans son manteau Chanel,
avait vu en elle une intruse. Elle décrivit les mots d'Élise, acides, voilés de préjugés, et l'arrivée des officiers Fournier et Leclerc, qui, sans poser de questions, avaient choisi de croire une plainte sans fondement. Ils m'ont demandé ma profession, dit-elle, son ton neutre mais tranchant. Comme si ma présence en classe affaires était une anomalie à justifier. Elle parla du claquement des menottes, du froid du métal sur ses poignets, de la foule silencieuse qui regardait sans agir. Mais elle ne s'attarda pas sur sa propre humiliation. Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-elle, ses yeux balayant la salle. C'est celle de tous ceux qui, sans titre ni voix, subissent ce genre d'injustice chaque jour. Ces mots n'étaient pas un cri, mais une lame, précise, implacable, découpant les façades d'un système qui avait trop longtemps fermé les yeux. Au fond de la salle, Pierre Martin, le journaliste du Monde, prenait des notes frénétiquement. Il avait publié un article explosif sur le passé de Fournier, révélant 3 plaintes pour abus de pouvoir, toutes étouffées par des supérieurs complices. Mais entendre Claire en personne, c'était autre chose. Sa voix, calme mais puissante, transformait chaque mot en une accusation contre un système tout entier. À côté de lui, une jeune journaliste, Léa, ôta ses écouteurs pour écouter directement, comme si elle voulait ressentir chaque syllabe sans filtre. « C'est historique », murmura-t-elle, ses yeux brillants. Sur les bancs des spectateurs, Camille et Sophie, la mère et la fille qui avaient assisté à l'arrestation, étaient assises côte à côte. Sophie, son carnet serré contre elle, fixait Claire avec une admiration muette. Elle avait envoyé une lettre à Claire quelques jours plus tôt, un simple mot d'enfant, écrit au crayon bleu. « Vous êtes forte. Merci de ne pas avoir peur. » Camille, émue, posa une main sur l'épaule de sa fille, sentant que ce moment marquerait Sophie pour toujours. Fournier, au banc des accusés, gardait la tête baissée, ses mains crispées sur ses cuisses. Il savait que son passé, exhumé par Pierre, pesait contre lui. 3 plaintes, 3 vies marquées par son autorité abusive, et maintenant, face à une magistrate, il n'avait plus nulle part où se cacher. Leclerc, lui, semblait au bord des larmes. Il avait témoigné en privé, admettant avoir agi sous les ordres de Fournier, mais son aveu n'effaçait pas la honte. « Je ne savais pas qui elle était », avait-il murmuré à son avocat, comme si cela pouvait excuser son geste. Mais Claire, dans son témoignage, ne cherchait pas à accuser les individus. « Je ne veux pas de vengeance, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence de la salle. Je veux une prise de conscience. Si cela peut arriver à une magistrate, imaginez ce que vivent ceux qui n'ont pas ma voix. » Le juge Morel hocha légèrement la tête, un geste imperceptible mais lourd de sens. Il connaissait Claire, sa rigueur, son engagement pour la justice, et il savait que ce procès n'était pas seulement celui de 2 officiers, mais celui d'un système qui avait failli. À l'extérieur, la pluie tombait doucement sur les pavés parisiens, mais dans les rédactions, la tempête faisait rage. Les hashtags « Yash Justice pour Claire » et « Incident C9 » dominaient les réseaux sociaux, alimentés par des vidéos, des analyses, des témoignages. Marie Leclerc, l'avocate militante, avait rejoint l'équipe juridique de Claire, organisant des réunions avec des associations comme SOS Racisme et la Ligue des droits de l'homme. Dans un café de Belleville, elle s'adressait à un groupe de jeunes activistes. « Ce procès est une chance », déclara-t-elle, ses yeux brillants. « Il nous force à regarder ce que la France préfère ignorer, le racisme systémique, la bureaucratie qui protège les abus. » Les étudiants l'écoutaient, captivés, leur téléphone enregistrant ces mots. La France, avec ses idéaux d'égalité et de fraternité, se trouvait à un carrefour. Les manifestations pacifiques devant l'aéroport Charles de Gaulle s'étaient multipliées, des pancartes proclamant « La République n'a pas de couleur ». Même les journaux conservateurs, habituellement prudents, reconnaissaient la gravité de l'affaire, bien que certains minimisent, parlant d'une erreur isolée. À Boston, Élise Beaumont, cloîtrée dans son hôtel, sentait le monde s'effondrer. Son nom, identifié grâce à la vidéo de Julien et aux images de surveillance, circulait dans les médias français. France Info diffusait son visage avec un bandeau.
femme soupçonnée d'avoir provoqué une arrestation injuste. Élise, les mains tremblantes, éteignit la télévision. Elle avait tenté de se justifier dans une lettre envoyée aux autorités, affirmant qu'elle n'avait pas voulu causer de tort. Mais les mots sonnaient creux, comme un écho de son arrogance à la porte Seneuf. Elle repensait à son geste, ce regard méprisant, ce claquement de langue, croyant qu'il passerait inaperçu. Maintenant, confrontée à une enquête civile, elle comprenait que son pouvoir, celui de l'argent et du statut, ne la protégerait pas cette fois. Dans la salle d'audience, le témoignage de Claire touchait à sa fin. Elle leva les yeux vers le juge Morel. « Je ne suis pas ici pour demander des punitions, » dit-elle, sa voix aussi ferme qu'un verdict. « Je suis ici pour demander que nous apprenions, que nous arrêtions de fermer les yeux. » Le silence qui suivit était profond, presque sacré. Même les avocates de la défense, préparées à contre-interroger, restèrent muets. Claire se leva, son regard balayant la salle une dernière fois, puis quitta la barre. Pas un applaudissement, pas un murmure, juste un respect absolu, comme si la salle entière reconnaissait qu'elle venait de redéfinir la justice. Quelques jours plus tard, le verdict tomba. Le juge Morel, sa voix grave, lut la décision. Marc Fournier, coupable d'abus de pouvoir et d'arrestation illégale, est condamné à 5 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 3 ans. Un silence lourd suivit. Antoine Leclerc, coupable des mêmes charges, est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis en raison de sa coopération. Fournier ferma les yeux, un muscle tressautant sur sa mâchoire. Leclerc, lui, fondit en larmes, ses mains couvrant son visage. À l'extérieur, les caméras capturèrent l'instant où les 2 hommes furent escortés hors du tribunal, menottes aux poignets, un écho ironique de la scène de la porte C9. Élise Beaumont, absente du procès, fut condamnée à une amende civile de 100 000 € pour fausse déclaration, ayant conduit à une arrestation illégale. Une plainte civile déposée par Claire fut acceptée, ouvrant la voie à une future bataille juridique. Mais pour Claire, le verdict n'était qu'un début. Dans son bureau à Lyon, elle reçut un colis inattendu, une enveloppe, sans adresse d'expéditeur, contenant une feuille de carnet. L'écriture, maladroite, était celle d'une enfant. « Chère Madame Dubois, lisait-on, à l'aéroport, j'ai eu peur pour vous. Mais en vous voyant au tribunal, j'ai compris que vous étiez plus forte qu'eux. Merci de m'avoir appris à ne pas me taire. Sophie. » Claire posa la lettre sur son bureau, ses doigts effleurant le papier. Elle ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent, comme si cet enfant, avec ses mots simples, lui rappelait pourquoi elle se battait. Elle décrocha son téléphone et appela Marie Leclerc. « Je veux lancer un projet, » dit-elle. « Un programme pour les jeunes, pour leur apprendre leurs droits, pour leur donner une voix. » Marie, à l'autre bout du fil, sentit l'émotion monter. « Comment l'appellerons-nous » demanda-t-elle. Claire répondit sans hésiter. « La voix des justes. » Quelques semaines plus tard, dans une salle communautaire de Vols-en-Velin, un quartier populaire de Lyon, la lumière dorée des lampes éclairait des rangées de chaises en plastique. Des adolescents, des parents, des enseignants étaient assis, attentifs. Sur une estrade, un panneau simple annonçait « Lancement du projet, la voix des justes ». Claire monta sur scène, accueillie par des applaudissements discrets mais sincères. Elle portait un tailleur bleu, le même qu'à l'aéroport, comme un symbole de résilience. « Nous ne parlons pas du passé pour accuser, » commença-t-elle, sa voix claire. « Nous parlons pour construire un avenir sans peur. » Elle expliqua le projet. Des ateliers pour enseigner aux jeunes, en particulier issus des minorités, leurs droits face à l'autorité, comment écrire leurs histoires, comment faire entendre leur voix. Dans le public, Sophie, assise au premier rang, serrait son carnet. Quand Claire demanda « Qui veut partager une histoire qu'il n'a jamais osé raconter ?» Sophie leva la main, la première. Elle parla de l'aéroport, de la peur qu'elle avait ressentie, mais aussi de l'espoir que Claire lui avait donné. La salle l'écouta, émue, et Claire, pour la première fois, sourit. À la fin de l'événement, Claire se tenait devant une banderole portant le slogan du projet.
La justice ne vient pas aux courageux, elle est construite par eux. Sophie s'approcha, timidement, et lui tendit un dessin. Une femme debout, entourée d'une lumière douce, face à un monde qui essayait de l'éteindre. « C'est vous, » murmura Sophie. Claire posa une main sur son épaule. « Non, Sophie, c'est nous. » Dehors, la pluie avait cessé, et les rues de Lyon brillaient sous les lampes. La voix des justes n'était pas qu'un programme, c'était une promesse, un pont entre une femme menottée à tort et une enfant qui apprenait à parler, entre une injustice et un avenir où le silence ne serait plus une option. L'histoire de Claire Dubois, une magistrate française d'origine africaine arrêtée injustement à l'aéroport Charles de Gaulle, est bien plus qu'un simple fait divers. Elle est un miroir tendu à la société française, révélant des vérités inconfortables sur les préjugés, le pouvoir et la quête de justice. Dans une nation qui se targue de ses valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, cet incident met en lumière les failles d'un système où l'apparence peut encore primer sur la vérité. À travers le courage de Claire, la spontanéité de Julien, l'étudiant qui a filmé l'injustice, et la sensibilité de Sophie, la jeune fille témoin de la scène, cette histoire nous invite à réfléchir profondément et à tirer des leçons applicables à notre quotidien, dans un contexte profondément ancré dans la culture française. D'abord, l'histoire de Claire nous enseigne la force de la dignité face à l'adversité. Malgré les menottes, les regards accusateurs et l'humiliation publique, Claire Dubois n'a jamais cédé à la colère ou à la peur. Sa retenue, sa capacité à répondre avec calme et précision reflètent une valeur chère à la culture française, la maîtrise de soi. En France, où le débat public valorise souvent l'éloquence et la rationalité, Claire incarne une forme de résistance intellectuelle. Elle ne s'est pas contentée de subir. Elle a transformé une injustice en un combat pour la vérité. Cette leçon s'applique à chacun de nous. Face aux jugements hâtifs ou aux préjugés, il est essentiel de rester fidèle à ses principes, de répondre avec mesure mais fermeté. Dans nos vies, que ce soit au travail, dans les interactions sociales ou face à des micro-agressions, garder sa dignité nous donne une force que nul ne peut ébranler. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de l'action individuelle dans la lutte contre l'injustice. Julien, un jeune étudiant, n'était pas un héros au départ. Il n'avait qu'un téléphone et une intuition. Pourtant, son choix de filmer et de publier la vidéo a déclenché une tempête nationale. Ce geste rappelle une vérité universelle, mais particulièrement pertinente dans une société française marquée par l'engagement citoyen. Chacun peut faire une différence. Que ce soit dans les manifestations de 1968 ou les mouvements récents pour l'égalité, la France a une longue tradition de voix individuelles qui deviennent collectives. Julien nous enseigne qu'il ne faut pas attendre d'être puissant pour agir. Un simple clic, un mot, une action peut changer le cours des choses. Dans nos vies, cela signifie oser parler, signaler une injustice ou soutenir une cause, même si cela semble insignifiant au départ. L'histoire de Sophie, la jeune fille qui a vu en Claire une figure d'espoir, nous rappelle l'impact des modèles positifs sur les générations futures. Dans une culture française où l'éducation est un pilier, la transmission des valeurs est cruciale. Sophie, touchée par le courage de Claire, a trouvé la force de surmonter sa peur. Son dessin, son geste d'écrire une lettre montrent que même les enfants peuvent devenir des acteurs du changement. Pour nous, adultes, cela nous pousse à réfléchir. Quelles valeurs transmettons-nous? Sommes-nous des exemples de courage, d'intégrité? Dans nos familles, nos écoles, nos communautés, nous avons le devoir d'incarner les idéaux que nous voulons voir perdurer, ceux de la République, mais aussi ceux de l'humanité. Enfin, l'histoire révèle la puissance de la vérité dans une société où le silence est souvent complice. La France, avec son histoire de débats philosophiques et son attachement à la laïcité, valorise la quête de vérité. Pourtant, le silence des spectateurs à la porte C9, la complicité des supérieurs de Fournier montrent combien il est facile de fermer les yeux. Claire, Julien et même Sophie nous rappellent que la vérité exige du courage. Dans nos vies,
Cela signifie refuser de détourner le regard face à une injustice, que ce soit dans un métro parisien, un bureau ou une conversation entre amis. Dire la vérité, c'est honorer l'esprit des Lumières, cher à la France, où la raison et la justice doivent triompher des préjugés. Cette histoire ne doit pas s'arrêter ici. Elle est un appel à l'éveil, à l'action, à la solidarité. Si le courage de Claire, la spontanéité de Julien ou l'espoir de Sophie vous ont touché, partagez cette histoire. Cliquez sur j'aime pour amplifier cette vérité, partagez la vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui doutent encore, laissez un commentaire pour raconter ce que cette histoire vous inspire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits qui, comme celui-ci, nous rappellent que la justice se construit ensemble. Soyons la voix des justes, ici et maintenant.